En 1968, aux Pays-Bas, est créée sur un terrain d'environ 5000 hectares la réserve de Alors, je vais pas le dire 20 fois dans cette vidéo, hein. Oostvaardersplassen. L'idée était à l'époque de réensauvager la nature et de lui permettre d'évoluer comme au temps d'avant l'agriculture. Et ça va super bien se passer. Non. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Le génie tripatouilleur de vivant s'appelle Franz Vera et il est à l'origine de tout le projet. Après avoir clôturé les 5000 hectares pour laisser la nature se gérer toute seule, il s'est rendu compte que le milieu avait tendance à se refermer dangereusement. Ce qui, comme tout le monde le sait, n'est jamais une bonne nouvelle pour la biodiversité. Il a donc décidé d'introduire 34 rocs de haies, 20 coniques et 44 cérélaphes. Histoire que les ongulés, par leur consommation de végétaux, mais aussi par leur piétinement, participent à la réouverture du milieu. Sur ce point, on peut dire que c'est une victoire. 5000 hectares clôturés, des ongulés, aucune intervention humaine, aucun prédateur. Franchement, je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. D'autant que la presse de terrain, les éleveurs de conscience, nous raconte une très belle histoire, comme dans cet article du très sérieux Géo datant de 2021. Ces mammifères broutèrent ici et là les pousses de saule et le milieu se diversifia. Désormais composé de zones humides, de prairies, de sous-bois, chênes, églantiers, sureaux ou noisetiers, la réserve attire jusqu'à 250 espèces d'oiseaux selon les années. Bon, bah voilà, ça donne envie quand même, Sauf que Géo a oublié de vous raconter ce qui s'est réellement passé. Une étourderie, sans doute. 30 ans après l'introduction des premiers ongulés dans le parc, leur nombre s'élevait à environ 5000 têtes. Un ongulé à l'hectare, autant vous dire que le rêve de Franz s'est quelque peu désertifié. La biodiversité s'est effondrée. Toutes les espèces, les oiseaux et les insectes notamment, s'ils pouvaient foutre le camp, ne s'en sont pas privés. Pour les animaux prisonniers, en revanche, les conditions de vie sont devenues difficiles. Un paysage morne surpâturé, des arbres morts sous la pression des animaux affamés, plus rien ne pousse. Les animaux présentent des blessures ouvertes et sont pleins de parasites. Dans la nature, quand la nourriture se fait rare, les animaux ont une tendance quelque peu naturelle à se déplacer sous de meilleurs auspices. Quand ils sont enfermés, ils meurent. Et c'est ce qui s'est passé. Une surmortalité a été observée et des voix ont commencé à s'élever contre cette absurdité. Mais les grands scientifiques acquis à l'expérience nous expliquaient alors que c'était parfaitement normal. Que les carcasses étaient une aubaine pour la biodiversité. Tout comme les arbres morts qui devenaient des abris pour les insectes. Jusqu'à l'hiver 2017-2018. Après plusieurs hivers cléments, le froid s'est abattu sur le parc. Près de 3000 animaux sont morts de faim en quelques mois ou abattus par les autorités locales qui mettaient fin à leur agonie. Ce fut alors un émoi général aux Pays-Bas. Les associations animalistes hurlaient comme elles savent le faire, et les gens venaient nourrir les animaux malgré l'interdiction. L'année suivante, après une bataille juridique opposant les autorités aux responsables du parc qui ne voulaient surtout rien changer, 1000 cerfs ont été abattus pour réduire leur population. Les scientifiques du parc venaient de découvrir la notion d'écosystème. Alors aujourd'hui, qu'en est-il ? Il existe un projet d'agrandissement qui s'enlise depuis des années. En attendant, les autorités contrôlent les populations en limitant leur nombre à 1500. Comprenez, elles abattent un certain nombre d'animaux chaque année pour garantir les équilibres. Parce que oui, la nature est faite d'équilibre. Bien sûr, je pense à l'Aspace et à son beau domaine de Valfonjouz, qui va soit devenir un gouffre financier ingérable, soit un fiasco retentissant, comme toutes les autres tentatives de rewilding jusqu'à aujourd'hui. Là pour l'instant ils agitent des cagnottes, c'est à peu près tout ce qu'ils savent faire. Des cagnottes pour construire des enclos à l'intérieur des enclos et pour stériliser ce qui peut l'être. Ils cherchent partout à donner des animaux dont personne ne veut. On est dans un beau projet de Vercors vie sauvage, aucun doute. Dans un avenir plus ou moins proche, vous allez croiser des cagnottes en ligne pour réensauvager des trucs. Des cagnottes soutenues par Hugo Clément normalement. Ok. Et grâce à une petite frénésie médiatique très éphémère, vous allez aussi être témoin de leur réussite. Ensuite, vous allez assister à la plus ou moins lente agonie du projet, cette fois dans une indifférence quasi générale. Une agonie qui sera entrecoupée de cagnottes pompiers, pour tenter d'éteindre les feux qui s'allumeront un peu partout. Parce que les belles intentions des défenseurs des animaux se fracasseront contre le mur des réalités. Et ça ne fait aucun doute. Alors pourquoi j'en suis si certain ?
Eh ben ça fait 3 ans et demi que j'observe ces mouvements à la loupe et qu'ils sont d'une incompétence sidérante dès qu'il s'agit de vie sauvage. Chaque semaine, je dévoile leur inconsistance en vidéo et je n'ai jamais manqué de matière. Ces gens sont émus par le sort des animaux, c'est tout. Alors c'est tout à fait louable, hein, mais la gentillesse, c'est pas un métier. Alors oui, il faut repenser la place de l'homme dans son milieu, ça ne fait aucun doute. Il faut le reconnecter avec sa nature, pour qu'il sente à nouveau le poids de la terre qui colle aux bottes. Il faut être témoin de son impact pour pouvoir le limiter. Comment voulez-vous comprendre quoi que ce soit en étant entouré de béton toute l'année et juste en allant se balader sur les sentiers balisés le samedi matin? Vouloir expulser l'humain de son milieu pour créer des bouts de nature sous cloche est un fantasme puéril voué à l'échec. Parce que bien sûr que les humains ont leur place dans la nature. Qu'ils chassent, qu'ils pêchent, qu'ils cueillent, qu'ils cultivent, du moment qu'ils ont conscience de leur impact et la volonté farouche de préserver leur environnement. Il est là l'enjeu, il n'est pas dans une réécriture utopique de la nature où l'humain joue à chat perché avec des sangliers. Le sanglier est une proie depuis la nuit des temps, je vous rappelle, et quand il voit un prédateur, il se fout le camp. Quand je le traque pour le manger, je fais quand même un truc hyper banal dans la nature. Je suis un prédateur et lui tente de m'échapper. Quand je réfléchis à mon impact, je pense au mal que je peux potentiellement faire aux équilibres naturels. Parce que je suis sensibilisé à cette cause depuis très longtemps et que je veux évoluer dans un environnement riche et en pleine santé. Quand un animaliste me hurle dessus, il pense au mal que je peux potentiellement faire aux sangliers. Point barre. Cette dichotomie est absolument essentielle à comprendre. On ne parle simplement pas le même langage. Reste à savoir si vous avez toujours envie de donner des thunes pour sauver Papa Biche qui va rejoindre Maman Biche et ses bichons. Avec pour unique boussole une vision fantasmée de la nature et un cœur grand comme ça. Je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.